Et du Donc, coup, je ma valide. première question, ce serait tout Ouais. simplement de vous présenter qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites pour que les gens qui vous connaissent pas vous connaissent un peu plus. Alors, pour faire court, ça pourrait être long, donc je vais faire court. C'est jamais bien de s'étaler. Euh, je faisais référence tout à l'heure à Didier, parce qu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça, parce qu'on intervient sur un master ensemble. On est de la vieille école, donc ça fait, moi, une vingtaine d'années que j'interviens dans le milieu de la préparation physique, et notamment dans celui de la formation. Donc actuellement, je suis enseignant à la fac de sport de Clermont-Ferrand, en charge de l'option, ce qu'on appelle l'option. Tu dois avoir l'équivalence là-bas en Belgique, haltérophilie, musculation, justement, donc ce qu'on appelle la filière entraînement sportif avec une option prépa physique et on va dire une mention prépa physique et une option haltéro musculation qui s'adresse aux étudiants dès la deuxième année, donc deuxième et troisième année, et qui après, ben, s'ils s'en sentent l'âme, vont postuler sur des masters avec une, on va dire, pour compléter les acquis de la L2, de la L3. Voilà. Donc nous, on les lance jusqu'à la licence pour qu'après, ils puissent soit déboucher sur des postes d'entraîneur, préparateur physique, ce qui est assez rare, on le disait tout à l'heure, sur la sortie de la L3, et certains donc embrayent sur un master en espérant qu'à l'issue du master, ils puissent acquérir d'autres compétences et déboucher sur des métiers de préparateur physique. Mais j'allais dire, il n'y a pas forcément plus de chance ou d'opportunités à l'issue d'un master par rapport à une licence d'expérience, puisque ça fait quand même des années que je forme. Hein. J'ai autant d'étudiants qui, en licence, sortent avec un diplôme de préparateur physique et qui trouvent du job comparativement à des gens qui sont sur un master. Voilà, on a une particularité en France, c'est que le master n'est pas directement reconnu, ce Mhm. qui peut paraître paradoxal. C'est-à-dire que nous, on a des cartes pro en France et un étudiant en master qui valide un master n'a pas son master validé sur sa carte pro, c'est-à-dire qu'il n'a pas plus de compétences attestées sur sa carte professionnelle que ce qu'il avait quand il est sorti de sa licence. Ce qui peut paraître totalement absurde, ahurissant, ce qu'on veut, mais on va dire que c'est franco-français. Voilà. C'est la problématique d'avoir deux ministères en France qui gèrent le monde du sport et le métier du sport. Voilà. Donc, on ne reviendra pas sur le grand débat. On en a débattu là aussi avec Didier il n'y a pas si longtemps que ça. C'est comme ça, malheureusement. Peut-être qu'un jour ça changera, mais voilà. Malheureusement, on a des cas particuliers. Donc voilà, ma partie principale, moi, c'est la formation. J'entraîne principalement dans les sports de force aussi depuis une vingtaine d'années. Et j'ai eu, pour revenir aussi à des discours qu'on a eu avec Didier, parce qu'on s'est vu il y a 3 semaines, on est de la première génération, nous, de vieux, déjà, préparateurs physiques issus de STAPS. C'est-à-dire que, historiquement parlant, la préparation physique en France, alors on va pas remonter il y a 50 ans, mais était plutôt dédiée et réalisée par des spécialistes de l'athlétisme, majoritairement des entraîneurs d'athlètes qui avaient un pied dans les fédérations, dans les clubs, etc. Et la filière STAPS ayant évolué depuis maintenant 25 ans, elle était dédiée entièrement au professorat d'éducation physique à l'origine. Et donc, il y a cette mention qui est la filière entraînement sportif qui s'est développée et qui progressivement a mis le pied à l'étrier à des préparateurs physiques. Donc, moi, j'ai eu la chance de commencer à toucher le haut niveau fédéral à partir de 98. Donc, voilà, si tu as un peu lu les premiers ouvrages sur la préparation physique en français, c'est Pradé, hein, 98. J'ai aussi. On est, voilà, tu situes là. Et ben, on est avec Didier, avec Bollier, que tu as eu il n'y a pas longtemps aussi en interview, de cette génération-là, qui sortions de STAPS et qui avons pu, on a eu la chance de pouvoir, moi j'ai travaillé un peu avec l'INSEP aussi, de pouvoir mettre le pied dans des fédérations pour développer un petit peu l'aspect à la fois terrain et puis l'aspect, c'est STAPS chez nous, on appelle ça STAPS, un technique, c'est-à-dire apporter aussi un petit peu de notions scientifiques, techniques, voilà, Mhm. si je peux faire simple. Ok, bah, une belle description. Et du coup, j'aimerais aborder aujourd'hui l'hypertrophie un peu de manière générale pour monsieur et madame tout le monde. Et après, on embrayera sur la force, qui je sais est un sujet que vous aimez bien, là plus en préparation physique. Et Oui, donc, premièrement, j'aimerais juste savoir comment vous définiriez l'hypertrophie musculaire. on va dire qu'il y a trois, ouais, on va pas faire de l'éducation en motricité, comme je le dis souvent, on va pas rentrer dans la sémantique et dans les grands concepts fumeux, mais on pourrait, enfin, de mon point de vue, je place l'hypertrophie sur trois champs.
l'hypertrophie esthétique au sens monsieur, madame, tout le monde, ou au sens du compétiteur qui vise un aspect esthétique. L'hypertrophie comme la cherchent les préparateurs physiques, c'est-à-dire que dans un sport donné, on peut avoir besoin à un moment donné pour un sportif ou pour des sportifs d'augmenter leur masse musculaire. Alors j'ai mis les culturistes dans le premier champ pour aller sortir l'aspect vraiment exploitation maximale de l'hypertrophie sans c'est ça qui va différencier la prépa physique justement, ou l'aspect spécifique de la prépa physique, où là on met totalement de côté l'aspect performance et on ne cherche que l'aspect esthétique. Voilà. Donc je refais madame, monsieur, tout le monde d'un côté, le sportif de bon ou de haut niveau, et de l'autre côté, la partie culturiste pure. On va dire que l'hypertrophie, elle a quand même été très, très étudiée et amenée sur cet aspect bodybuilding, si on peut faire ça comme ça, dire ça comme ça, et qui, je le donne souvent comme exemple, et j'en sors pas, c'est ça quand on est vieux, on radote, hein, mais je le dis toujours à mes étudiants et à d'autres, hein, le film de référence, c'est Pumping Iron, on n'en changera pas. La clé de voûte de tout et le spectaculaire, la méthode Wheeler, tout ça, ça vient des années, fin des années 70, début des années 80 avec Arnold. Et on est sur cet aspect encore dans l'esprit des gens. Voilà, le body, c'est l'hypertrophie, c'est le body. Alors, si on se détourne de cette partie-là, l'hypertrophie, à mon sens à moi, c'est justement l'hypertrophie au sens de la performance. Ouais. Et comme on va aborder l'aspect force derrière, pour moi, l'hypertrophie n'est qu'un aspect en fait de la force. Tout est lié. Pour moi, la clé de voûte de tout, la base de tout, c'est la force. Et l'hypertrophie, c'est une interprétation, une expression de la force. Voilà. Donc on fait de l'hypertrophie quelque chose, mais qui dépend au demeurant de la force. Ce qui est, si je refais un petit peu d'historique du culturisme, puisque j'ai un peu navigué quand même dans ces milieux-là. Si on prend l'exemple de pumping ou autre, à l'époque d'Arnold, l'aspect force était pas, même s'il y a toujours eu un ou deux costauds dans l'affaire, Franco Colombo était fort par rapport à d'autres, mais on a toujours vu l'hypertro comme étant quelque chose de au sens de, tu as fait d'endurance tu as parlé d'endurance de force d'ailleurs avec Didier, mais indirectement de l'endurance de force. C'est-à-dire c'était de la rep, des temps de repos très courts, quelle que soit la charge, on s'en fout. Si on doit finir barre à vide, le but du jeu, c'est quand même qu'on fasse du volume, de la gonfle. C'était ça le principe de base. Depuis une vingtaine d'années, alors au-delà de l'aspect dopage, et je me garde bien de rentrer dans cet aspect-là, on peut quand même noter que, j'ai fait un calcul rapide il n'y a pas si longtemps que ça, en gros, les culturistes, ils ont pris 1 kilo par an depuis Arnold. C'est-à-dire qu'on est maintenant à des individus qui, depuis les années 80, ont pris 40 kilos pour une même masse maigre, voire éventuellement un peu plus bas. Donc, ça veut dire que il y a probablement, évidemment, beaucoup de chimie derrière, mais on se rend compte, on va voir aussi, je répète, naviguer là-dedans, que les méthodes d'entraînement, même chez les culturistes, elles ont évolué. C'est-à-dire que l'aspect force est devenu, depuis une vingtaine d'années, si c'est pas la clé de voûte, en tout cas, un aspect fondamental de l'acquisition qualitative de l'hypertrophie, qu'on pourrait appeler myofibrillaire, même si souvent les termes sont remis en question ou en cause. Là, on pourra aussi en parler de l'historique des recherches en hypertrophie. Mais il n'empêche que voilà, les culturistes ont bien compris qu'en augmentant son RM, je vais leur donner un exemple simple que je donne depuis 20 ans. Si tu as un individu qui commence au développé couché avec un maxi à 50 kg, sa série de 10, elle sera aux alentours de 35 kg. Voilà. Bon, alors, les études de Schoenfeld, les dernières, elles montrent qu'à 30% de RM, on arrive à faire de l'hypertrophie. OK. Sauf que si l'individu il passe de 50 kg en 1 RM au développé couché à 150 kg ou 200 kg, en exagérant, 1 RM au développé couché, sa série de 10, si on prend la référence étant la série de 10, ce qui a été là aussi réédité par Schoenfeld sur sa dernière méta-analyse, hein, elle a même pas un an, faire des séries de 10 à 150 kg, ça a quand même plus d'impact que de faire des séries de 10 à 35 kg, même si dans l'étude qu'il a démontré, qu'il a essayé de mettre en avant il y a 3 ans, on aurait a priori la même quantité d'hypertrophie qu'on soit sur du 30% ou du 90%. Sauf que comme là, je le dis aussi, là c'est le prof qui parle,
Attention aux études. Regardez bien, il y a un truc qu'il faut regarder dans tous les papiers, c'est méthode et population. C'est-à-dire que, voilà, un débutant, tu prends un débutant, tu lui fais faire n'importe quelle méthode, même si elle est nulle, il aura des gains. Donc, attention, après, quand on rentre dans l'expertise et avec un niveau de pratique un peu plus élevé, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui marchent, et il y a des choses qui restent, et notamment sur l'hypertrophie. Et si on a des athlètes sur des plans pluriannuels, il faut que l'hypertrophie soit qualitative, c'est-à-dire qu'encore une fois, il faut passer par l'acquisition de force pour que cette acquisition de masse, elle dure dans le temps. Et que justement, on ne se retrouve pas sur l'aspect gonflette des culturistes d'il y a 40 ans, notamment Arnold, qui, 3 mois après Olympia, avait à peu près perdu entre 15 et 20 kilos de masse musculaire et qui ressemblait plus du tout aux conquérants qu'on avait dans Conan. Voilà. Donc, si j'ai pu dresser un tableau exhaustif de ce que moi, je considère comme l'hypertrophie, voilà. Vous avez anticipé vous avez parlé de quelques petites choses que justement je comptais aborder. Et la première, c'est justement, on peut entendre, souvent, entre guillemets, hypertrophie sarcoplasmique et myofibrillaire. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Et si ça existe, est-ce que c'est quoi tout d'abord? Et puis, est-ce qu'on sait travailler l'un ou l'autre ou on travaille automatiquement les deux? Alors là, on va opposer la science et le terrain. Alors là, tu me mets un peu dans l'embarras puisque moi, je suis et de la science et du terrain, même si à la base, j'étais du terrain et que j'ai un peu migré sur la science au regard de mes études et de mon job actuel. Mais alors évidemment, ça, c'est quand tu dis ça, des scientifiques purs, ils ont les cheveux qui, tu vois, ils ont les cheveux qui se dressent et c'est compliqué pour eux. À l'inverse, quand tu dis il y a des culturistes de métier que ça n'existe pas, ben c'est pareil, ils ont les cheveux qui se dressent et c'est la crise. Si on reste au sens du… Alors, on va commencer par le terrain. Si on reste au sens du terrain, alors on va commencer par la science, c'est plus simple. Au niveau de la science, il n'y a pas de démonstration, même c'est plutôt l'inverse, qui démontre qu'on a cette fameuse hypertrophie sarcoplasmique, en tout cas qui serait durable dans le temps, et qui est quelque chose qui voudrait que, pour sarcoplasmique, pour ceux qui nous écouteront, que l'espace liquidien dans lequel baigne le système musculaire fait que si on engorge le muscle de système d'un volume hydrique plus important, eh bien, on a automatiquement un volume global du muscle qui est plus important. Sauf que ça, on va dire que même ceux qui l'ont déjà essayé sans être des spécialistes du culturisme, c'est quelque chose de transitoire qui s'obtient naturellement plutôt à la fin de la séance et qui va disparaître dans le temps. Pour autant, si on revient sur la partie pratico-pratique, on s'aperçoit que cet aspect-là est quelque chose de fondamental chez les culturistes, notamment dans ce qu'on appelle la période d'affûtage. C'est-à-dire que la période d'affûtage, c'est la période qui va précéder la compétition et qui essaie d'amener l'athlète à sa forme optimale juste avant la compétition. Et cet aspect sarcoplasmique, il est encore, s'il ne repose pas sur les fondamentaux scientifiques, il est encore, j'allais dire, 100% utilisé par les culturistes en phase de sèche, en phase d'affûtage, parce que c'est le meilleur moyen qu'ils ont. Alors, est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est… j'allais dire, si on prend la science, on va dire que c'est psychologique. Si on prend le terrain, on va dire que c'est qualitatif. C'est le moyen qu'ils ont trouvé pour aller… Et je reprendrai un peu la partie endurance de force derrière, puisque tu m'as posé la question. On retourne sur les qualités d'endurance de force, le but étant d'aller épuiser au plus profond les réserves énergétiques du muscle, notamment au niveau du glycogène, pour espérer derrière avoir une surcompensation et avoir, même si je répète, c'est transitoire à la fin de la séance, l'accumulation de ces séances visant à avoir un aspect esthétique qui voudrait que, justement, on a une augmentation de cette masse hydrique, mais qui ne peut se faire, et ça si tu connais un petit peu le métier, c'est ce qu'on appelle le rebond glucidique, c'est pas plus compliqué que ça, c'est que quand on a vidé, appauvri complètement les réserves énergétiques du muscle, en le faisant travailler sur un phénomène ou un modèle d'endurance de force, donc avec des séries relativement longues, évidemment des charges quasiment nulles à la fin, pour le coup, et des temps de récupération très courts, avec une restriction calorique très sévère, parce que certains culturistes vont tourner à 800-900 kilocalories jour, donc c'est, voilà, avec des séances d'entraînement derrière, c'est quand même compliqué. Le fait d'aller l'appauvrir totalement en réserve énergétique, et d'un seul coup d'aller le gaver
juste post-training, je veux dire, pré-compétition, ben, l'apport de glucides va faire qu'à un moment donné, on va avoir cette expression maximale du phénomène sarcoplasmique. Voilà, on peut le dire comme ça. Alors, pour revenir au début, il n'y a pas vraiment du sarcoplasmique, il n'y a pas vraiment du myofibrillaire, si on pouvait distinguer les deux. On a plutôt un effet à long terme et un effet à court terme. Voilà, si on pouvait le vendre comme ça. Par contre, pour l'aspect myofibrillaire, ça, on en est tous d'accord. Le travail qualitatif, et c'est pour ça que je m'oppose souvent aux travaux, enfin, je m'oppose. Je suis pas forcément d'accord, enfin, en tout cas, il faut le discuter. Le fait qu'à 30%, on fasse de l'hypertrophie myofibrillaire, on sait que la masse musculaire, myofibrillaire, s'acquiert notablement avec des charges qui sont relativement importantes. C'est-à-dire que si on reprend le myo et le sarco, bah, quand tu fais du 30%, même si tu vas jusqu'à la rupture, ce qu'il en est en termes de durée, je prête bien dans le temps et pas à l'issue de la séance, est quand même notablement moins impactant que ce que tu vas avoir si tu as un travail à intensité au-delà de 50-60%. Bah, c'est D'accord ? surtout que Donc, si on travaille à 30%, au final, si on sait travailler plus lourd, pourquoi ne pas travailler plus lourd? Parce qu'au final, 30%, ça veut dire que même si on doit aller jusqu'à l'échec, mais ça prend du temps aussi. Les séries sont beaucoup plus longues que si on exactement. travaillait Puis, à 70. bien sûr, ben, si tu veux être à l'échec à 30%, tu vas faire 50 répétitions. Ouais, ça. Alors effectivement, là, pour le coup, là, tu as du sarcoplasmique, parce que là, le muscle, il va s'engorger au maximum, parce que, voilà, il y a acidose, etc., phénomène de surcompensation. Sur le coup, tu as l'impression d'être congestionné. C'est ce que font les culturistes. Hein. Pour le coup, pour le coup, c'est vraiment une méthode culturiste pure. C'est-à-dire que les culturistes vont aller jusqu'à des charges qui peuvent descendre à 30%. Parce que le but du jeu, c'est d'aller chercher leur rupture complète et d'aller appauvrir énergétiquement le muscle. Sur la partie prépa physique, on n'est pas sur ce modèle-là. On est sur un modèle qualitatif. Alors là, on peut reprendre justement, parce que tu étais là-dessus, tu dois avoir, si tu l'as pas lu, je t'invite à le lire, même si c'est vieux, mais encore une fois, ça a été repris par Schoenfeld il n'y a pas longtemps. Et alors, tout le monde tapait dessus il n'y a encore pas si longtemps en disant le 10x10, en gros, ouais, c'est un truc pour les vieux, c'est dépassé. Alors, je ne sais pas si tu connais le 10x10. Ça nous a été inculqué par un monsieur qui s'appelait Gilles Cometti. Gilles Cometti, c'était un maître de conférence qui était à Dijon. D'ailleurs, le premier DU de prépa physique qui a été fait en France porte son nom. Il a retranscrit dans ses ouvrages, notamment le premier qui date de la fin des années 80, les fameuses méthodes des pays de l'Est qui visaient à l'époque à optimiser la masse musculaire des lanceurs. Et donc, eux, à l'époque, ont développé une méthode qui s'appelait le fameux 10x10, c'est-à-dire 10 séries de 10 répétitions à un pourcentage relativement élevé et avec des récupérations, entre guillemets, suffisantes pour permettre de garder à maxima une charge constante. Alors, ils n'ont rien inventé non plus. Hein. Ils ont pris le modèle Tulto, sauf qu'ils ont, eux, plutôt, si on reprend cette fameuse hypertro-sarco ou hypertro-myo, plutôt focalisé sur la qualité de travail en termes d'intensité, donc essayer de préserver cette intensité avec une charge relativement importante, plutôt que de dégrader les récupérations pour ne faire que de la congestion. Voilà. Et alors, je reprends l'exemple d'Arnold tout à l'heure, on sait très bien que, justement, ce travail à 30%, même s'il est fait relativement court dans l'année, a un impact. Si Schoenfeld dit qu'il a un impact aussi important que 90%, je vais dire OK, c'est ce qui est dans les études. Par contre, si on regarde à poste 2 semaines, à poste 3 semaines, à poste 1 mois, ce qui reste, et bien là, on s'apercevra que peut-être la vraie différence, elle est là. Et c'est ce que nous, on ne veut pas en prépa physique, c'est qu'on perde du temps. C'est-à-dire que si tu vas chercher une amélioration de masse musculaire chez un athlète, c'est pas pour que, ou de force d'ailleurs, hein, ça serait vrai pour la force, pour qu'un mois après, l'acquisition, elle est déjà disparue. C'est de la perte de temps. Ce que j'explique souvent à mes étudiants, c'est quand vous faites des planifications, si vous travaillez une qualité, c'est qu'il faut qu'on en ait des bénéfices sur une durée plus ou moins longue, voire, pour le coup, sur une durée infinie, puisque le but, c'est de reproduire à chaque fois et repartir sur des niveaux un peu plus importants. Donc, pour revenir à mon 10x10, le 10x10, il a un impact certain à partir du moment où on est capable de bien modéliser la charge de travail, c'est-à-dire notamment la récupération. Ce qui fait foi en hypertrophie, c'est la récupération. Si tu t'amuses à ne prendre que 30 secondes ou 1 minute 30, tu n'auras pas les mêmes effets que si tu prends 2 minutes 30, parce que pour le coup, tu ne vas pas pouvoir maîtriser ce que tu disais tout à l'heure, la même charge. Si tu ne maîtrises pas la même charge, tu n'as pas les mêmes effets. Alors,
je vais un peu m'opposer à un confrère que tu as eu il y a pas si longtemps que ça, mais je le nommerai pas, il se reconnaîtra tout seul, et je lui dis bonjour. Mais quand, par exemple, on parle du 10x10 et qu'on se dit que, ouais, mais c'est chronophage et que du coup, il faut réduire les durées de récupération, si tu commences un 10x10 à 70%, que tu réduis ou que tu n'acceptes pas que la récupération soit suffisante et que tu finis ton 10x10 à 45 ou 50%, pour moi, tu n'es plus dans le thème. Le thème, c'est justement d'être capable de maîtriser la charge le plus longtemps possible sur un volume important. Ça, c'est ma façon de voir. Et c'est pareil pour la force. Quand on fait un 5x5, si on ne le fait pas en RM, l'idée, c'est quand même d'être capable de taper un 5x5 sans dégrader la charge. Mmh. D'accord? C'est ça. Ouais. Voilà. Il faut qu'il y ait du qualitatif derrière. Ouais. Mais maintenant, du coup, ce serait quoi, selon vous, les meilleures méthodes pour favoriser l'hypertrophie? C'est de travailler, enfin, en termes de pourcentage de RM, nombre de répétitions, peut-être le tempo aussi, qui, selon moi, est quand même important aussi. Ce serait quoi un peu les éléments clés pour bien maîtriser l'hypertrophie? Enfin, bien Alors, tu l'optimiser. vois, moi, le tempo, justement, je suis contre. Mais c'est encore une fois, alors, je vais te donner un exemple simple, comme j'ai donné un exemple pour les 50%. Après, je dis pas que le tempo ne sert à rien. Mais dans le cas de l'hypertrophie, c'est pareil. Le tempo, il a été utilisé à l'origine par les culturistes. Parce que, comme on le disait, quand tu as 30%, tu dois faire 50 reps, et ben, en mettant un tempo, tu vas faire un peu moins de répétitions. Donc, le temps te paraît moins long directement. En tout cas, la séance est moins. C'est une variable, si tu préfères. Mais en termes qualitatifs, je reprends mon exemple que j'ai donné tout à l'heure, si tu dois faire une série de 10 à 70%, si tu ne laisses pas l'individu à un tempo normal, volontaire, généralement, tu es obligé de l'accélérer parce que quand tu commences à être en souffrance au niveau acidose, si tu n'accélères pas, tu cales. Si tu t'amuses à faire, par exemple, un 2020 ou un 3030, ce n'est pas des répétitions que tu vas faire. C'est 7, c'est 8, et au fur et à mesure des répétitions, enfin des séries, tu vas avoir un travail qui va se dégrader parce que mécaniquement, tu n'es plus en capacité de le produire. Donc le tempo, pour moi, je répète bien, au sens prépa physique, c'est pas quelque chose de favorable, mais je répète, ça c'est mon expérience et c'est la façon dont moi je travaille. Par contre, que les culturistes l'utilisent pour augmenter le temps sous tension, pourquoi pas? Mais moi, je préfère qu'à mon individu, il fasse un temps sous tension à la répétition plus court, mais plus de répétitions au final, ce qui fera un temps total quasiment le même, qu'un temps sous tension plus long à la répétition, avec un nombre de répétitions moins important sur la série totale. Tu vois? C'est-à-dire que. Ok, donc pour des athlètes, ce serait en fait une vitesse de 1 sur la descente, enfin 1, Ouais, un 0x si tu préfères, un 0x ouais. si on reste dans le X. L'idée, c'est quand même si à la fin le X, avec forcément quand on est sur notamment, on est encore une fois sur du métabolique en hypertro, quand le muscle il est rincé, le X il est difficile à acquérir parce que même si le nerveux n'est pas encore entamé, si métaboliquement il n'y a plus de réserve, le moteur avance plus. Mais dans l'idée, c'est quand même un 0x parce que l'idée, c'est d'être, je le présente aussi souvent comme ça. Il n'y a pas de sport où on s'amuse à avoir un tempo. Si on prend le match de rugby d'hier ou d'avant-hier contre les Sudaf, dans tous les sports, il y a un concept fondamental qui est l'accélération. Voilà. Tous les sports sont liés à l'accélération. D'accord ? Il peut y avoir des phases de transition, des phases excentriques où je suis obligé de reculer, mais dans toute l'activité physique, dans toute la motricité humaine, on est sur des phases d'accélération. Donc cette accélération-là, elle doit être mise au profit de ce qu'on va travailler en prépa physique, c'est-à-dire que la préparation physique, elle est au service de ça. Tu vois. Alors évidemment, moi je suis aussi sur la partie haltéro. Pour moi, les mecs les plus puissants, c'est facile à démontrer, là pour le coup, il y a des milliers d'études là-dessus, ça reste les haltérophiles. Parce que justement, toute la gestuelle, qu'elle soit à charge légère ou à charge maximale, est basée sur de l'accélération. D'accord ? Alors après, même si j'ai les haltéros, on va utiliser le tempo, juste pour terminer sur le tempo, mais c'est un tempo éducatif, c'est-à-dire on va travailler le tempo pour être capable de sensibiliser l'apprenant ou l'individu d'un niveau assez intermédiaire à apprendre à maîtriser son geste. Tu vois, chez les débutants, on va demander est-ce que la première phase sur un premier tirage, elle soit lente pour que justement derrière, il n'y ait pas trop de parasites sur le placement corporel et qu'il n'y ait pas de dégradation du mouvement. Mais voilà, moi le tempo, c'est de l'apprentissage, c'est pas du travail technique. Voilà. Ok, donc ça veut dire qu'en préparation physique pour vous, dans tous les sports, vous n'insistez pas sur le travail excentrique, par exemple, lors des mouvements. Imaginons développé couché, vous ne demandez pas que la charge soit ralentie, c'est même vitesse pour la descente, même vitesse pour la montée. Ouais, alors, si c'est pas la même vitesse, c'est dans l'idée pas. Alors, il faut pas qu'elle soit
trop accéléré. J'ai vu un exemple ce matin d'un élève. Ce qu'évidemment, si la phase excentrique n'est pas maîtrisée, contrôlée, c'est comme ce que je disais tout à l'heure en haltéro. Si sur un squat, tu descends trop vite à la charge maximale, bah, à la réception, à la phase de transition entre les deux, tu vas avoir une perturbation du centre de gravité, tu vas avoir une trajectoire qui va se décaler, et le mouvement peut être raté, voire c'est ce qui s'est passé ce matin, ou en tout cas parasité. Donc l'idée, c'est de contrôler la descente de manière volontaire sans s'imposer un temps de descente. C'est-à-dire que je ne vais pas mettre 3 secondes sur mon squat pour que derrière, il puisse faire son squat. Après, sur un travail technique de placement, je vais le faire. Mais si je veux faire de l'excentrique, je vais faire de l'excentrique, c'est-à-dire que je ferai du supramax. Tu vois, dans mon idée, moi, l'excentrique, c'est du supramax. Et pourquoi, et je reviens à ce que je t'ai dit tout à l'heure à 70%, c'est que si tu demandes à faire une phase excentrique, imaginons que l'individu soit à 90% de RM. Il est censé pouvoir faire 4 reps, à peu près, en fonction du niveau de pratique. Si tu lui demandes de faire un excentrique à 3 secondes à la phase de descente de la première rep, il ne fera pas les 4 reps. Hein. Tu vois, tout ce que tu vas mettre en tempo, handicap le travail sur les séries voilà. Donc ça c'est un choix. C'est est-ce que tu préfères qu'il fasse parce que on va à l'extrême. Pourquoi dans ce cas-là quand tu fais faire un travail à 90%, tu fais pas un tempo de 6 secondes à la descente et éventuellement un X à la montée. Le problème c'est que si tu fais un tempo de 6 secondes à la descente, il y aura plus de X à la montée et que la répétition d'après sur la série alors qu'il aurait dû la faire normalement, elle va être déjà compliquée. Donc pour moi, il y a une quantité de travail à réaliser. Et la quantité de travail, elle passe par cette notion d'accélération à chaque répétition. C'est comme ça que j'ai toujours travaillé. Et c'est comme ça que ma conception a toujours été, et par expérience de terrain, hein, pour avoir testé les choses. Voilà. Ouais. Bah, c'est intéressant en vrai d'avoir des avis un peu différents et chacun justifie, donc c'est très intéressant. Et les étudiants, comme je leur dis, vous prenez, vous testez, et c'est vous qui ferez après. Un entraîneur, c'est quelqu'un qui est convaincu. C'est pas quelqu'un qui prend des méthodes et qui dit ah bah tiens, on a dit que c'était bien, je teste, comme on voit pour pas dire en musculation. Mais non, j'ai une philosophie, j'ai une façon de faire, j'ai des athlètes, je mets en place, je regarde et après je me fais ma propre idée. Voilà, culture STAPS, la culture STAPS en France, elle devrait être faite comme ça. Voilà. Même si les gens ont tendance à vouloir recopier ce que le copain fait parce que soi-disant ça marche. Oui, ça marche à un moment donné sur une situation avec un athlète particulier, etc. Mais peut-être que tu sais, tu as dû faire ça dans tes études. Hein. On en parle moins maintenant, c'est passé de mode, mais ce qu'on appelait le régime dissocié scandinave, si on revient un petit peu à la nutrition, c'était pour les sports d'endurance ultime, hein, notamment le marathon. Il y a un individu qui s'est amusé à manger que des lipides pendant 7 jours et qui a gagné le marathon. Comme il a fait ça et qu'il a gagné, il y a des générations de marathoniens qui se sont dit, enfin d'entraîneurs en tout cas, qui ont dit c'est ça qu'il faut faire. Sans savoir si ça marche, si ça n'allait pas les détruire. Une très grande majorité s'est détruit, mais il a fallu 20 ans avant que ça passe de mode parce que c'était le truc. C'est ça qu'il fallait faire. Voilà. Ouais. Et ça, et dans notre milieu, c'est très complexe. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un individu qui dise quelque chose ou qui utilise un outil particulier. Je ne donnerai pas de nom ni de marque. Et qui ait un résultat ou qui prétend avoir eu un résultat pour que tout le monde dise c'est ça qu'il faut faire. Non, malheureusement, l'entraînement, si c'était aussi simple que ça, on serait tous champions du monde. Voilà. C'est ça qui est compliqué. Je pense qu'il faut juste prendre plein d'informations de plein de personnes, prendre l'expérience de chacun et puis de faire sa propre expérience. Et puis, entraîner une personne, tu vas faire la même chose avec une autre, tu n'auras pas du tout le même résultat. Donc, au final, et dans une équipe, c'est ce qui est compliqué. Tu peux faire le même protocole à 10 individus, tu n'auras pas forcément exactement le même résultat, voire des fois très différent, parce que les individus n'ont pas le même vécu, pas le même bagage, pas le même physique. Il y a plein de paramètres qui changent. Et c'est là que c'est compliqué, et c'est là que c'est intéressant. C'est d'avoir une façon d'analyser qui te permette d'ajuster en fonction de chaque profil. Tu peux garder un thème de base commun à tout le monde. On parlait de l'hypertrophie. Tu peux l'amener différemment en fonction des individus. Mais voilà, il suffit qu'il y ait un bouquin ou un article ou c'est comme je dis souvent, il y a 20 ans, on nous a pondu la théorie de la série unique. Il paraît qu'avec une série, on avait autant d'effets qu'avec 5 séries. Alors, comme j'ai toujours dit, moi qui suis entraîneur, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde à aller à la salle? S'il y avait qu'une série, on a autant que 5. Donc, pareil, lisez bien matériel et méthode et vous regarderez que des fois, on peut faire dire tout et son contraire à une étude. Donc, il n'y a que le terrain qui remplacera la mise en place des études. Il faut les tester et après les valider. Clairement. Et maintenant, en termes de force, vous aimez bien tout ce qui est force. Dans la préparation physique, dans quel but, justement, c'est intéressant de favoriser surtout la force? Alors,
Là, je pourrais prendre quasiment tous les sports. Alors, même si les sports d'ultra-endurance, on peut les mettre un peu de côté, mais il n'empêche que je n'ai pas encore regardé le podcast avec Didier, je le regarderai avec plaisir. Mais ça, c'est pareil, il y a 15 ans qu'on le sait, notamment par exemple pour les marathoniens, les sports d'endurance, améliorer leur force au squat permet de diminuer le temps de pose du pied au sol. Ça, on le sait depuis plus de 15 ans. Alors, ça vient aussi du terrain, parce que c'est facile à repérer. Donc, même si, on revient à l'hypertrophie, les marathoniens ne sont pas hypertrophiés, ne sont pas des bodybuilders, ils n'ont pas besoin de faire des squats à 400 kg, il n'empêche que d'améliorer leur force maximale améliore leur économie de course. Donc, à un moment donné, même sur les sports d'endurance, on a besoin d'aller chercher un travail de force. Et si on prend la grande majorité de tous les sports, qui sont majoritairement des sports de puissance, notamment les sports collectifs, l'amélioration de la force max, je répète, ça reste pour moi, alors soit on le prend en clé de voûte tout en haut, soit on le prend comme étant la base de la pyramide, ça reste la clé pour moi du développement de toutes les autres qualités physiques. Je reprends mon exemple à 50 kg, il est très simple à comprendre. Le gamin, il commence, ou le jeune, il a 50 kg développé couché. Son RM, c'est une rep à 50. Il passe à 150 kg ou 200 kg au développé couché. Si tu le remets à 50 kg, combien de reps il va faire? Est-ce qu'il a travaillé son endurance pour autant? Non. Et pour autant, il est capable d'augmenter le travail en termes qualitatifs et en termes quantitatifs sur une charge donnée. Et dans un sport donné, souvent les charges, elles sont assez relativement constantes. Donc, du coup, l'idée d'aller améliorer la force permet de répéter un niveau de charge donné sur un match donné, par exemple. Et l'autre profil fondamental de la force, c'est qu'il permet d'améliorer la puissance. Donc, ça joue à la fois pour moi sur l'endurance de force et automatiquement, on va pas faire de cours de premier niveau, mais la force étant le produit la puissance étant le produit de la force par la vitesse. Si tu es au moins capable d'améliorer ta force max, mathématiquement, tu es capable d'améliorer ta puissance. Alors après, il n'y a pas que ce levier-là, et c'est pas aussi simple, c'est pas aussi linéaire que ça, mais il n'empêche que dans les premiers temps, et dans le premier vécu des qualités physiques de l'athlète, lui permettre d'augmenter sa force max, lui permettra forcément d'augmenter sa puissance. Là, pour le coup, au début, c'est linéaire. Voilà. Ouais. On peut faire une corrélation entre squat et hauteur de saut, par exemple. Et du coup, parce que justement, que j'en avais discuté avec Olivier Bolliec, qui lui disait, par exemple, s'il fait du 5x5, il ne le fait pas à un RM, il garde tout le temps une ou deux reps en réserve pour justement que la 5e série soit poussée à l'épuisement. Là, c'est quoi votre avis là-dessus? Vous, ce serait plus faire du 5x5 RM avec plus de récup? Il ne me semble pas qu'il ait toujours dit ça, mais je suis content qu'il ait dit ça, puisque ça, c'est une bonne logique dans le sens où tous les athlètes que l'on a, notamment en prépa physique, alors hormis si on s'adresse à des spécialistes de force, ou alors on va mettre les rugbyman éventuellement de ce côté-là, éventuellement les judokas, qui ont vraiment le temps d'avoir des gros cycles de travail de force max, qui sont assez spécialisés, on va dire, dans le travail de force, ou évidemment des haltérophiles ou des powerlifters. Mais dans la majorité des autres sports, le temps de travail dédié à la force et le temps d'acquisition de la force, il est souvent trop court, à mon goût en tout cas, mais en tout cas c'est le cas. Donc, travailler la force, ça demande un bagage technique évidemment, mais aussi un bagage, j'allais dire nerveux, puisque tu l'as certainement vécu en tant que pratiquant, faire un cycle de force quand on n'a pas l'habitude, nerveusement, ça fatigue. Et donc, il y a deux philosophies. C'est soit tu te dis, je mets le focus sur le début de la séance et il faut que la première série soit réalisée dans des conditions optimales, et après, j'accepterai éventuellement de dégrader légèrement la charge. Donc ça, c'est l'inverse de ce qu'il a dit, ou faire comme il a dit, c'est-à-dire que si tu as des athlètes qui ne sont pas vraiment des experts en force max, bah, c'est de dire, je vais plutôt garder, on va travailler en RPE par exemple, je vais plutôt travailler en ressenti, je ne me mets pas à 10, je me mets à 9, de manière à toujours avoir une petite réserve à chaque série pour pouvoir, alors moi j'irai plus loin, non pas forcément faire le mieux possible à la dernière série, mais pouvoir garder, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure sur le 10x10, pouvoir garder la même qualité de travail sur mes 5 séries de 5. C'est ça l'idée. D'accord. Sachant que si l'optimum, c'est de travailler du 5x5, c'est pas forcément la clé de tout. C'est-à-dire que quand on n'a pas le temps, notamment en prépa physique, on n'a pas le temps d'envoyer des séances de 5x5 parce que c'est chronophage. Il faut quand même qu'un temps de récupération soit assez long, notamment, encore une fois, si on n'est pas avec des experts. Faire un 3x5 en quasiment RM, ça, par contre, ça peut avoir des avantages encore plus importants que du 5x5 parce que c'est moins chronophage et on a une acquisition qui, des fois, est un peu plus poussée. Okay. Tout dépend du concept, de l'athlète, du temps qu'on a, des acquisitions antérieures, des années antérieures, etc. etc. Voilà. Donc, le 5x5, ça reste quand même un très bon outil qui peut être malheureusement des fois
alors dévoyer, parce que justement, si on ne respecte pas les temps de récupération, ben, tu vas avoir une décroissance de la charge pendant la séance. Et si c'est pour finir à 70%, ça n'a pas forcément d'intérêt. Ou si tu veux vraiment respecter le créneau 4 minutes, 5 minutes, si tu fais un 5x5 plus l'échauffement, tu as fait un mouvement en 1 heure. Tous les athlètes n'ont pas le temps de faire une séance de 5x5 en perdant entre guillemets 1 heure par rapport à d'autres qualités physiques qui doivent travailler. Tout est une question de choix. C'est si vraiment tu veux mettre le focus sur le 5x5, il faut quand même, en tout cas sur la force, il faut que tu passes par des phases où malheureusement tu perds du temps, j'allais dire dans la séance, des séances longues, mais il faut que l'acquisition soit faite. Si on prend l'exemple, je vais prendre un exemple simple, on peut supposer que si on prend des piliers en mêlée, la première ligne, si tu es capable d'augmenter leur 1RM entre l'âge de 18 ans et l'âge de 22 ans de 50%, on peut quand même supposer que la stabilité, la poussée en mêlée, etc., elle sera forcément plus importante. Mais j'allais dire, c'est vrai dans tous les sports. À partir du moment où tu es capable d'améliorer cette force maximale, tu vas avoir des aspects d'autres qualités physiques, je répète encore une fois, notamment la puissance, qui vont forcément être développées. Et si on fait ce petit parallèle avec l'hypertrophie, je répète souvent, si je reprends l'exemple des planifs, on voit un bout de planif de force max sur 4 semaines et puis après plus rien pendant 3 mois ou 4 mois. Ça veut dire que si on fait ça, je répète, c'est pas qu'on perd du temps, mais on reviendra toujours à des bases qu'il faudra retravailler pour réessayer de les acquérir, alors qu'il suffirait, ça c'est une vieille technique de prépa physique, mais une idée simple, c'est de dire à partir du moment où on a fait une certaine acquisition de force max, il faut être capable de faire des rappels, c'est-à-dire que l'introduction de la séance, elle doit être faite par de la force max, et c'est pour ça que je te parlais du 3x5, ou même du 1x5, parce que l'idée, c'est d'arriver à garder cette acquisition de force max le plus longtemps possible dans la saison, parce que la force max, on en a toujours besoin, et qu'à partir du moment où la force max baisse, les autres paramètres vont baisser. Je te redonne l'exemple de mon endurance de force, je te redonne l'exemple de ma puissance, c'est des paramètres qui vont commencer à régresser. Donc, pour moi, voilà, la force max reste la base de la pyramide du travail athlétique en prépa physique. Et est-ce que vous trouvez ça intéressant d'aller travailler en dessous de 5 répétitions, 1, 2, 3 répétitions, du coup en augmentant la charge, ou c'est pas aussi intéressant et c'est peut-être mieux de garder une gamme de 5 Notamment, alors je te parlais de rappel, notamment dans les phases de rappel, moi ce que je fais pratiquer, ce que je conseille de pratiquer, mais après je répète, chacun voit midi à sa porte, c'est justement en début de séance, parce qu'il faut que les acquisitions nerveuses soient maximales. Donc entre guillemets, il faut être frais. Donc on ne fait pas des acquisitions de force max sous fatigue. Donc l'idée, c'est, quel que soit le type de séance que l'on va faire, je parle bien quand on est sur une séance plutôt orientée musculation en charge. Ça coûte rien de monter justement sur un doublé ou un mono à 92-95%. En plus, ça se sert de potentialisation et ça va permettre d'activer nerveusement, mécaniquement, pour le travail qui va être fait après. Quelqu'un qui fait un max, un pseudo-max, mais en tout cas quelque chose qui se rapproche du max, avant une série de 10, généralement, bizarrement, il a une qualité dans la série de 10 qui est meilleure que s'il n'avait pas fait son max avant. Vous connaissez le principe, tu connais le principe, le PAP ou le PPA. Et ça permet nerveusement de garder toujours ce stimulus qui fait que mon niveau de force max ne décroît pas au fil des semaines ou des mois parce que je suis capable de le maintenir. Alors après, ne faire que des monos à chaque séance, on est bien d'accord qu'à un moment donné, ça ne suffira pas, mais c'est le moindre mal pour éviter de perdre cette acquisition de force. Bon. Ok. Mais du coup, dans l'accompagnement d'athlètes, vous feriez plutôt que de la force ou aussi un petit peu d'hypertrophie où là, on irait chercher un peu plus long, des plus longues séries? Ça va. Alors, je fais les deux, pour le coup. Alors, moi, mon fil rouge, c'est la force. C'est-à-dire qu'ils font de la force toute l'année. Alors, quand je répète de la force, soit des vrais blocs de force, on va prendre l'exemple du 5x5, soit des rappels de force, parce que soit on est en période de compétition, et le 5x5, c'est quand même assez physiquement contraignant, et donc il faut pouvoir récupérer derrière. Donc, soit il va être dégradé en 3-5, par exemple, en 3x5, mais je garde toujours ce fil rouge qui est la force, avec des rappels de mono, de doublé, jamais en dessous de 90%, donc toujours au-dessus, 90 au-dessus, pour répondre à la première question. Et donc, du coup, ça me sert aussi de préparation à l'hypertro. Je reprends l'exemple. Si ton mec, il a pris 50 kilos en max sur un mouvement, quand tu vas le faire travailler en hypertro, s'il en a besoin, parce que tout va dépendre des sportifs, s'il en a besoin, la masse, la charge qu'il va pouvoir utiliser en série de 7, en série de 8, en série de 10,
elle sera forcément plus importante. Et moi, je raisonne toujours en acquisition au fil des années, pas juste en acquisition instantanée. C'est de dire, si il était capable de faire une série de 10 à 100 kilos au développé couché il y a 2 ans, l'année prochaine, il sera peut-être capable de faire une série de 10 à 120 ou 50 kilos sur le même mouvement. Les contraintes mécaniques sont pas les mêmes. Les bénéfices et les effets sont pas les mêmes. Et surtout, l'acquisition dans le temps. C'est toujours une histoire comme la force. C'est-à-dire, il faut que le niveau de force acquis soit le plus haut possible pour qu'on en espère en garder un maximum au fil du temps et des années. Bon. Ouais. Et le travail de force, est-ce que vous le faites que sur des exercices polyarticulaires ou ça pourrait aussi se faire sur du travail d'isolation? Alors, je fais toujours attention sur l'isolation parce que malheureusement, l'isolation se fait. Alors, je ne vais pas être critique je pourrais d'ailleurs, mais envers les fabricants de machines, mais des fois, en fonction des morphotypes, comme je dis souvent, les machines de musculation, elles ont été souvent conçues pour des individus de mon gabarit, c'est-à-dire aux alentours d'1m70. Dès qu'on va dépasser les 1m80 ou 1m85, les bras de levier, les contraintes mécaniques, elles sont quand même pas, elles sont pas idéales parce que justement, ça n'a pas été étudié vraiment pour ces gabarits-là. Il faut quand même faire attention que, mécaniquement parlant, l'axe de rotation de la machine soit bien dans l'axe de rotation du genou, si on prend l'exemple d'un neck curl ou d'un leg flexion. Mais ça peut m'arriver de travailler sur de l'isolation si j'estime que le niveau, c'est plutôt suite à des blessures en général ou des temps d'immobilisation assez longs, si j'estime que le niveau de force il est trop faible, mais parce que je viens de ce milieu-là, je préfère notablement travailler la force max, même sur des muscles en isolation, par des mouvements polyarticulaires, du soulevé de terre jambes tendues, voilà, j'ai toujours travaillé sous ce format-là. Mais quand j'estime qu'il y a un manque donné certain, pour gagner un petit peu de temps ou compenser un défaut ou un déséquilibre, je vais aller sur du travail en monoarticulaire. Et donc, le travail d'isolation en force pourrait avoir un impact positif si on a certaines faiblesses, oui, certains muscles en polyarticulaire. Mais à condition qu'en polyarticulaire, l'acquisition technique, elle a été suffisante parce que tu peux avoir une très grosse force au quadriceps. Si techniquement, tu n'es pas fait pour faire du squat ou un arraché ou un épaulé, la transcription n'est pas aussi automatique. Autant la transcription gain de force, gain de puissance, elle est quasiment automatique. Autant gain de force monoarticulaire égale pas forcément mais voilà, on peut avoir des individus qui ont des manques sur des fessiers, qui peuvent avoir des manques sur des quadriceps. Donc voilà. Mais si on regarde bien quand même, des gens qui sont habitués à faire des mouvements polyarticulaires ont quand même pas trop de déséquilibre sur un groupe musculaire donné, hormis s'ils reviennent de blessures, hormis s'il y a eu une coupure donnée, ou voilà, c'est quand même assez rare. D'expérience, c'est assez rare. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire, hein, attention. Ouais. Et je le fais des fois de temps en temps. Mais ça, parce que moi, j'aurais plus eu cette appréhension de faire, je me verrais moins faire des exercices vraiment très, très lourds avec, je sais pas moi, du curl à la barre ou quoi. Je sais pas, ça fait un peu plus peur, je trouve, que de charger lourd sur des exos polyarticulaires. Ouais, alors, hormis, alors, on va pas, je vais refaire une vanne sur le dopage, donc je vais laisser le dopage de côté. Mais qu'est-ce que ton biceps risque à faire un test 1RM? Ce qui risque vraiment sur ton test de 1RM en curl, c'est que tu as un placement qui soit mauvais et que tu cheats au maximum et que tu te flingues l'arrière du dos, tu vois, la zone lombaire ou je ne sais quoi. Mais quelqu'un de sain, de normal, sur n'importe quel type de muscle, il est capable de faire en théorie, de faire la limite. Pour moi, elle n'est pas physiologique ou mécanique, elle est technique. Elle est technique. Et donc, parce que on a l'habitude de faire, parce que souvent on voit la musculation, et ça a été toujours, très longtemps le penchant en prépa physique. C'est-à-dire que je reprends l'exemple de mon rappel de force max. Quand tu fais faire à un athlète qu'un seul mono ou un seul doublé dans la séance en force max, si tu lui dis on fait que ça, l'athlète il est perdu. Pourquoi il est perdu? Parce qu'il a l'habitude derrière de faire ces séries il va refaire un top 7 derrière ou il va refaire un complément sur un mono-articulaire plutôt en hypertro. Alors que justement, la science, toute la clé de la prépa physique, c'est d'être capable à un moment donné de limiter le travail mécanique sur une qualité dont tu n'as pas forcément besoin. Et donc, on a toujours vu que le biceps, ça se travaillait en série, en curl et qu'il fallait faire de la rep. Si tu as vraiment besoin de faire... alors qu'il n'y a pas beaucoup de sports dans lesquels on a besoin d'avoir un biceps hyper fort, mais dans l'idée, ça serait plus le cas sur les triceps, mais dans l'idée, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Et par contre, ce que tu ne vois pas sur le curl, tu le verrais beaucoup plus sur une traction lestée, par exemple.
Ouais. Tu vois, faire un mono sur une traction lestée, ça paraît évident. Faire un mono sur un biceps curl, ça l'est moins. Alors, je t'avoue, je fais jamais faire de biceps curl en max. Hein. Je ferai plutôt des tractions lestées, j'en fais faire en max. Ça a beaucoup plus de logique parce que c'est du polyarticulaire. Mais musculairement parlant, mécaniquement parlant, rien ne t'empêcherait d'aller travailler ton biceps en mono. Alors, pas sur un Larry Scott, parce que le Larry Scott, pour se péter les. Voilà, en termes biomécaniques, s'il n'y a rien de pire. Mais laissons aux culturistes ce qui a été inventé par les culturistes. Hein, voilà. Mais mécaniquement, on peut le faire. Je veux dire, voilà. Si toi, tu estimes qu'à un moment donné, il y a un manque, pourquoi tu n'irais pas travailler un peu ton. Alors évidemment, on n'ira jamais sur un mono pur, mais tu parlais de série de 3, série de 5. Qu'est-ce qui t'empêche de faire un 5 reps sur un biceps curl? Ouais, À mais c'est bien condition de le qu'il dire. soit, je répète. Ouais, je sais pas, on a cette appréhension. Et oui, parce que regarde, tu vois, ça, c'est ce que moi j'appelle vulgairement, mais depuis très longtemps. Et là, on peut faire un petit rappel ou un parallèle avec les salles de remise en forme. C'est ce qu'on appelle le COMDAB. C'est le COMDAB. Et c'est ce qui tue le métier, c'est le COMDAB. C'est-à-dire que bah ouais, mais qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On fait pas ça. Bah non, bah, pourquoi on le fait pas? On se pose pas la question de pourquoi on le fait pas. Ouais. On le fait pas parce que les autres le font pas. D'accord? Et c'est ça. Il faut tourner le cou à ces trucs-là. Qu'est-ce qui t'empêche mécaniquement de le faire? Est-ce qu'il y a une publication? Est-ce qu'il y a un mec qui t'a dit il faut pas faire de biceps curl en max? Alors si, celui qui sera arraché la longue portion de biceps, mais ce sera peut-être pour une autre raison que j'évoquerai Ouais. pas ici. Mais tu vois, c'est Ouais, non, c'est vrai, mais du coup, c'est bien de le dire. C'est bien. Et en final, ouais, c'est clair que faire une traction lesté de max. supination, c'est pareil. C'est tes Bah, biceps bien qui sûr. prennent. Alors, c'est Ouais. pas exactement mécaniquement pareil. Ouais. Et évidemment, j'allais dire, si tu commences à être en souffrance sur la traction, l'avantage, c'est que si tu lâches, bon, charger, c'est compliqué, mais si tu lâches, bon, si tu es sur un biceps, tu as toujours un biceps curl, tu as quand même toujours tendance à vouloir aller la finir, cette barre. Bon, mais dans ce cas-là, tu te mets pas en risque complet. Tu te mets pas un RM, tu vas te mettre avec, tu vois, tu vas travailler sur un 3 reps, tu peux très bien travailler sur un 3 reps. Mais je répète, tu vois, ce qui se passe sur les tractions, c'est typiquement ça. Une traction lestée max paraît cohérente, un biceps curl max paraît pas cohérent. Alors, je serais d'accord, je dirais oui, c'est vrai que c'est pas cohérent parce que mécaniquement parlant, je répète, la façon dont va être réalisé le biceps curl, et là, je raisonne pas en termes de biceps, je raisonne en termes de mouvement, et généralement, pas adapté mécaniquement parce qu'en fait, c'est pas le biceps qui va travailler, c'est les spinaux parce ils vont devoir stabiliser le tronc et que souvent le mouvement il est pas joli quoi. Voire il est Ouais. même dangereux. Ouais. Bah, pour ça, on peut se mettre contre un mur. Ça aide un peu à retirer la compensation. Alors pour ta culture perso, mais tu l'as peut-être déjà vu, on a inventé, il y a même eu un championnat de France de ça, et on a inventé une table à curl. Donc l'athlète est collé contre un banc vertical, de manière à ce qu'il justement il puisse pas céder du tronc, et les coudes collés contre le banc, et il doit faire son curl debout, collé contre un mur. Quoi. En gros, c'est ça. Voilà. Donc Je savais pas. après, effectivement, c'est pour ça que moi je suis pas fan des mouvements monoarticulaires, hormis en rééducation. Parce que on est loin de la. C'est pour ça que les tractions sont forcément mieux. On est loin de l'action Ouais, du sport. globale. Et que bon, je sais pas dans quel sport tu as un curl strict à réaliser. Mais voilà, dans tous les sports, c'est toujours tous les mouvements sportifs sont réalisés de manière polyarticulaire. Donc il faut, d'où l'intérêt des tractions, de se rapprocher de ce qui se passe dans l'action sportive. Ouais, spécialisé, quoi. Bien sûr. Là, ma dernière question serait un peu plus sur la mémoire musculaire. C'est quand même un sujet qui m'intéresse. Est-ce que ça existe dans le travail de force et en hypertrophie? Alors, moi, j'aime bien dévoyer un peu la question en disant, en fait, c'est pas la mémoire musculaire que tu as, c'est la mémoire nerveuse. En fait, tout dépend, comme je dis souvent à mes gamins, hein, c'est dépend du bulbe. Plus tu as travaillé, plus le niveau de force a été travaillé tôt et plus l'acquisition de force a été importante, plus la réserve de force est importante et plus la mémoire, pour le coup, est importante. Alors, évidemment, il y a une mémoire musculaire ici parce que l'organisation des tissus, la transformation des tissus à l'intérieur du muscle, là aussi, s'adapte et se réadapte beaucoup plus vite chez l'individu qui a été entraîné, mais notablement parce que là aussi, encore une fois, au demeurant, le niveau 1, c'est le niveau cérébral, et que quand le cerveau a été, il faut voir ça comme un générateur d'intensité, hein, quand le générateur d'intensité a été habitué à envoyer 100% d'intensité pendant des années, même s'il se met en phase de pause, quand il revient, il est assez rapidement capable de se remettre à 100%, alors que quelqu'un qui ne se sera jamais entraîné en force ou je redonne l'exemple de mes planifications où tu fais des cycles de force plus ou moins longs, plus ou moins courts, entrecoupés de grosses périodes de non-travail de force, ben, en fait, ton cerveau, il n'est jamais amené à optimiser le travail d'intensité. Et en fait, c'est là-dessus qu'il faut jouer, c'est-à-dire optimiser l'intensité envoyée par le système nerveux central. Et là,
c'est ce qui a un peu évolué quand même dans les recherches scientifiques depuis 25 ans, parce que il y a 25 ans, si on prend, même maintenant un peu plus, mais si tu prends le graphique de Sale de 88, qui montrait que l'évolution de la force dépendait à la fois de l'hypertro et à la fois des facteurs nerveux, bah dans son schéma, par exemple, bah ce qui produit le plus de force, c'est pas les facteurs nerveux, c'est les facteurs hypertrophiques. Et pendant très longtemps, notamment dans les années 80-90, le levier fondamental d'optimisation de la force, c'était la masse musculaire. Alors qu'on s'aperçoit maintenant que, en fait, le levier fondamental d'optimisation de la force, c'est pas la masse musculaire, c'est le nerveux. Mhm. Alors après, évidemment, un individu qui est capable d'optimiser son nerveux, qui en plus prend de la masse musculaire, va optimiser sa force max. Mais le premier levier, c'est justement pas l'hypertro, encore une fois, ce sont les facteurs nerveux. Et c'est ce qui peut expliquer qu'on va avoir des petites catégories. Hein, si tu prends les haltérophiles et que tu prends les records au squat, c'est des individus qui sont à plus de 3 fois le poids de corps au squat. Et c'est pourtant pas des Golgoth. Et c'est d'ailleurs eux qui ont les meilleurs rapports poids-puissance. Alors en valeur absolue, c'est évidemment les grosses catégories, mais en rapport poids-puissance, ce sont les catégories moyennes. Et donc, encore une fois, si je redonne un exemple là aussi, c'est que moi, étant dans ce milieu-là, je connais des individus, j'aurais pu te montrer des vidéos, là, on aurait pu le montrer à tout le monde, j'aurais présenté pour moi qui sont des phénomènes, mais un ancien prof de PS qui fait de l'haltérophilie, qui a commencé l'haltérophilie à 41 ans. Il en a 72 aujourd'hui. Il y a 2 ans, il a battu le record du monde du squat. Donc, tu vois, à 70 balais, la veille de son anniversaire, à 201 kilos. Tu vois, donc pour dire 201 kilos, c'est pas permis à tout le monde. Alors, il est aux alentours de 90 kilos. Il n'est pas non plus petite catégorie, mais 70 balais, 90 kilos, 201 kilos au squat. Ça ferait rêver pas mal de jeunes ou tu vois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pareil, on nous disait dans les bouquins de physio, quand moi j'ai commencé, en gros, entre 25 et 30 ans, vous avez une décroissance de la force et comme ça, on n'y peut rien. Ben, en fait, non, parce que c'est le nerveux qui commande. Si tu continues à travailler les facteurs nerveux, tu peux avoir une ascendance progressive. Alors certes, qui va être très minime à 60 balais, mais qui ferait que de 40 à 60 ans, tu peux avoir une progression. Et on sait aujourd'hui, parce qu'on a des stats et puis les réseaux nous permettent de valider ça, c'est que dans les sports de force comme l'haltéro ou la force athlétique par exemple, on a des athlètes de haut niveau qui perdurent jusqu'à 40 ans et qui ont des acquisitions de force qui durent jusqu'à 40 ans. Alors qu'avant, dans l'idée préconçue des gens, justement, c'était de dire à 30 ans, à partir de 30 ans, c'est la dégringolade. Ben, c'est pas le cas. Et donc, l'exemple que j'ai donné au début, c'est que ça laisse des espoirs et des perspectives, c'est de se dire jusqu'à 70 ans, je peux encore continuer à avoir des perfs qui continuent d'augmenter. Donc voilà. Là encore, une fois, c'est des idées un peu reçues, c'est un peu en lien avec le cœur, au final. Hein. On a des idées et puis comme c'est toujours comme ça, on nous a toujours dit ça et on va pas chercher un peu ailleurs et du coup on se dit c'est comme ça quoi. Et tu sais, alors la science, elle a des bons côtés, des fois des mauvais côtés, mais c'est un petit peu là, ce que je te donnais comme exemple, l'étude de Sale là, de 88, mais c'est un petit peu comme le sport et l'enfant et la musculation chez l'enfant. C'est-à-dire que quand pendant des années médicalement, on vous dit ah non, mais surtout pas de sport de force chez l'enfant parce que c'est très mauvais pour la croissance, et que tout le monde te rabâche ça à longueur de temps et que tout le monde a le même discours alors que personne l'a testé. Le pire, c'est que quand même, il n'y a aucune étude qui le montre, hein, et c'est plutôt le contraire d'ailleurs, mais et tout le monde te dit, ben oui, puisque tout le monde dit que c'est comme les biceps curls, tu vois, c'est comme on fait pas de max au biceps curls, peut-être que c'est mauvais. Et ben on fait pas faire de muscu chez l'enfant ou de sport de force chez l'enfant parce que c'est pas bon. Sauf que on a quand même maintenant des retours qui montrent que notamment les sportifs de haut niveau, notamment en haltérophilie, ils commencent pas l'haltérophilie à charge lourde à 25 ans, ni à 20 ans, ni à 15 ans. Ils commencent bien avant, parce que s'ils veulent être très très forts à 20 ans, ils ont un temps d'acquisition de force qui se fait relativement tôt. Et on devrait se servir de cet exemple-là en disant, notamment, ce sont, si on compare avec d'autres sports de haut niveau, des sports qui ont très peu de récurrence de blessures sur le haut niveau, que ce soit au niveau des genoux, au niveau du tronc, etc. Même moins que dans d'autres sports, si on comparait par exemple la gym ou d'autres, mais comparons ce qui est comparable, en tout cas, sur des sports de force, on a peu de blessures en haltérophilie. Et quand on voit l'acquisition de force qu'ils ont, si tu suis un petit peu l'haltérophilie, tu regardes chez les lourds, le super heavyweight, le super gros, il s'appelle Tanakadze. Quand tu vois ce qu'il fait à l'entraînement, tu te dis, lui, par exemple, si on le mettait en rugby dans une première ligne, moi, je serais curieux de voir ce qu'il fait parce qu'il vaut la force de 2 piliers. Donc, ça serait intéressant
Alors certes, techniquement, il n'aura peut-être pas la gestuelle pour envoyer des ballons, mais au moins pour pousser dans les mecs d'en face, tu vois, on aurait donc et on commence à s'en rendre compte, heureusement, en rugby. Même si le dogme, il y a encore une quinzaine d'années, c'était pareil. Hein. Pas de rugby avant 18 ans, enfin pas de musculation avant 18 Ouais. ans, parce que c'est pas bon pour la croissance. Sauf que maintenant, on a compris que commencer à entraîner des gamins de 15 ans avec des charges, ça permettait de gagner du temps et ça permettait d'avoir des sportifs entre 18 et 20 ans qui avaient déjà une acquisition de force qui était bien plus conséquente et donc des performances, je parle pas rugbystique, mais en tout cas physiques qui étaient bien plus conséquentes. Ouais, mais justement, avec Didier, il y a une deuxième partie où justement on a abordé un petit peu la musculation et les jeunes, justement. Et ça, c'est bien de faire prendre conscience aux gens. Enfin, elle n'est pas encore sortie la vidéo, mais de faire prendre conscience aux gens que c'est Oui, même mais alors bénéfique. le problème, il est aussi lié, alors il est un peu lié à nous indirectement. Enfin, quand je dis à nous, je parle vraiment d'une manière globale. Le problème de l'entraînement de force chez l'enfant, c'est pas la force, en fait, c'est pas la charge, c'est la façon dont c'est réalisé. Et Ouais, c'est-à-dire que quand tu fais faire on prend l'exemple d'un squat, tout le monde se dit, le squat, c'est pas compliqué, etc. Oui, mais un gamin qui sait squatter, il peut squatter lourd. Toi, j'ai un exemple, je peux en donner un autre exemple, je vais citer son nom parce que vous cherchez la vidéo sur YouTube. Vichy Duong, qui a été un des meilleurs Français en force athlétique, qui à 16 ans, pour 66 kilos de poids de corps, était déjà capable de squatter à 200 en squat complet, tu vois. Mais parce que il avait commencé, pour squatter à 16 ans à 200 kilos, il faut pas commencer le squat à 15 ans, il fallait commencer beaucoup plus tôt. Pour autant, est-ce qu'il est à quatre pattes tétraplégique actuellement? Bien sûr que non. Donc, il faut trouver un compromis entre travailler la qualité technique, ça c'est le premier point, et développer la force qui s'ensuit derrière. ouais, c'est ça, avoir un bon accompagnement et être ouais, bien Et accompagné. malheureusement, et là, si un cri du cœur, hein, c'est que malheureusement, notamment en prépa physique, tout le monde s'improvise prof de tout, spécialiste dans tout, sauf que on s'aperçoit notamment, si je prends l'exemple de l'haltérophilie ou d'autres, enfin, de la technique, c'est que souvent, les mecs sont pas forcément à la hauteur. Donc, on veut faire de l'haltérophilie, mais on maîtrise pas les fondamentaux techniques. Donc, on veut faire quand même monter les mecs, mais on sait pas faire. Le squat, c'est pareil. Du coup, des fois, on détruit plus les athlètes Mhm. qu'on les entraîne. Du coup, on retombe sur la vieille théorie de, ouais, mais de toute façon, le squat complet, ça sert à rien, donc je vais faire du quart de squat. C'est sûr qu'en faisant du quart de squat, tu as moins de risque de péter ton athlète qu'en lui faisant faire du squat complet. Si je peux conclure là-dessus, la force, ça reste l'élément fondamental et qui, malheureusement, mais je répète, en France, ça commence à évoluer un petit peu dans la majorité des sports, a été trop longtemps mise à l'écart pour les jeunes justement et les enfants parce que ça a toujours été quelque chose de c'est un peu la lèpre quoi, c'est sport de force musculation, c'est quelque chose qui est forcément, puisque le médical dit que c'est pas bon pour la santé, ben faut surtout pas en faire, voilà. Et il y a d'autres nations que je ne citerai pas évidemment, mais qui se posent beaucoup moins de questions là-dessus et on s'aperçoit quand même que les hommes forts qui ont commencé tôt, est-ce qu'ils sont en plus mauvaise santé, plus blessés ou autres que les nôtres? Forcément pas. Donc, Mhm. voilà, il y a des questions à se poser là-dessus. Mais si tu en as parlé avec Didier, voilà, j'espère qu'il a été qu'il a été dans mon sens. Ouais, Et voilà, sur les sports de force, ça devrait, même à l'école, ça devrait déjà être inculqué, ça. Voilà.